toog sa toogukaay bu nooya nooy doom mu waay waay ni la jógal lool neexul mu waay la ngeen di xëccoo la fa ne yéen a nga xam cim doomu gaynde njaay sori na fa Chers compatriotes sénégalaises, sénégalais, je complète la première vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur le thème « Le grand mal du système politique au Sénégal », que j'avais sous-titré « Le régime impropre du président Roy », qui trouve ses origines, comme je l'avais dit, dans la crise de 1962, donc 2 ans après notre indépendance, après les événements de 58, en 1962, et puis entre Mamadou Dia et Senghor, et finalement on a eu une nouvelle constitution, celle de 1963, comme je le disais, qui à mon avis est la cause des causes causant les causes de nos problèmes actuels. Ça veut dire, c'est vraiment l'origine qui fait qu'aujourd'hui, les Sénégalais semblent ne jamais être satisfaits du président qu'ils ont. Donc je reste dans le même thème, mais la première vidéo d'une 30aine de minutes ne suffisait pas pour englober toute la partie épistémologique qui m'a semblé être important d'aborder. Parce que avant de maîtriser une discussion ou de maîtriser des sujets, beaucoup ne font pas attention aux obstacles épistémologiques. Moi, d'habitude, je l'appelle la partie harmonisation de mon cours. Donc dans cette partie, la première vidéo, j'ai parlé des configurations structurelles des organisations. Le sommet stratégique, la ligne hiérarchique, la technostructure, les personnels de support logistique et le centre opérationnel. Aujourd'hui, je veux, avant de faire des analyses beaucoup plus ponctuelles, compléter cette revue de quelques concepts que nous utilisons souvent. Et je vais commencer par le concept de la complexité. La complexité, pour comprendre ce concept, il faut lui trouver son alter ego. Comme pour comprendre le jour, il est nécessaire de connaître la nuit. Comme pour comprendre le beau, il faut savoir ce qui est vilain. Comme pour savoir le bon, il faut savoir ce qui est mauvais. Donc pour savoir la complexité, on va lui trouver son contraire ou son alter ego qui se trouve être la complication. J'ai l'habitude de dire que la complexité et la complication sont des faux frères. Tous les deux sont difficiles à appréhender, mais pas pour les mêmes raisons. La complexité n'agit pas des principes, alors que la complication émane du désordre. Donc, quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de désordonné. Ce qui n'est pas le cas de quelque chose de complexe. Nous allons le voir. Et pour cela, je vais faire appel encore à Edgar Morin, un grand philosophe des sciences, qui donne 3 principes pour comprendre ce qu'est la complexité. Le premier principe est le principe dit de la dialogique. La dialogique, en d'autres termes, c'est autant un système a plus d'éléments,
autant ce système devient plus complexe. Je viendrai par la suite sur la notion de système. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par la notion de système peut-être. Autant un système a plus d'éléments, autant ce système devient plus complexe, ça se comprend. Une famille de 2 enfants est plus simple à gérer, toutes choses égales par ailleurs, qu'une famille de 16 enfants. Cela se comprend. Tout comme une entreprise de 10 personnes est plus facile à gérer au niveau complexité qu'une entreprise de 2300 personnes, etc. Ça, c'est la dialogique. Le deuxième principe, c'est le principe de l'hologrammatie. L'hologrammatie, ce concept vient du mot hologramme. L'hologrammatie veut simplement dire que quand vous analysez un phénomène, il faut faire la synthèse de la vision globale de ce phénomène et avec les autres visions particulières. Par exemple, un président de la République, il a une vision globale de ce qu'il veut faire, mais les entités qui composent le pays, chacun de son côté voit le phénomène d'une manière différente. Comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Donc, l'hologrammatie, c'est le principe qui veut qu'on arrive à synthétiser bien la vision globale et les visions particulières d'un phénomène qu'on étudie. Quand vous êtes ministre et qu'il y a les grévistes dans la rue, en général, le ministre il doit penser à son budget, à ses autres obligations, mais les grévistes, ils vont penser à ce qui les intéresse spécifiquement. Donc il faut trouver cette harmonie-là entre ces deux visions, ça c'est l'hologrammatie. Le troisième principe pour maîtriser la complexité des phénomènes, c'est la récursion organisationnelle. Du mot récurrence, qui veut dire la répétition, organisationnelle d'une organisation. C'est un peu comme l'histoire de l'œuf et de la poule. On ne sait pas si c'est l'œuf qui a précédé la poule ou si c'est la poule qui a précédé l'œuf. C'est aussi l'histoire de l'eau des pluies qui tombe et qui s'évapore, forme des nuages et retombe, ainsi de suite. Donc c'est une répétition. En matière économique, on peut voir aussi la récursion organisationnelle dans le phénomène de gestion, par exemple, du chômage. On regarde le chômage qui se passe dans un pays et si le chômage est important, il y a moins de masse salariale distribuée, donc moins d'alimentation de la fonction de demande. Et l'année T+1, les entreprises ayant produit moins vont licencier. S'ils licencient, les chômeurs augmentent. Si les chômeurs augmentent, la masse salariale distribuée diminue et la fonction de demande devient plus faible et on rentre dans un circuit sans fin. Donc un phénomène de récursion organisationnelle, quand il entache un phénomène, il rend ce phénomène plus complexe. Donc un phénomène est complexe parce qu'il y a ces 3 principes qui le caractérisent. Tandis qu'un phénomène est compliqué. Bon, je fais cette différence parce que pas plus tard que hier, j'ai écouté le président Abdoulaye Wade parler de son projet de création monétaire pour l'Union africaine et il a utilisé le mot « les choses sont compliquées ». Et ce n'est pas lui seul, les ministres français le font, des grands intellectuels le font, parce qu'on ne fait pas souvent attention que complexité n'est pas complication. Voilà. Et sur le phénomène de la complication en Afrique, il y a de la complexité, mais il y a beaucoup de complications. Pourquoi c'est bon de savoir, de sauter ces obstacles épistémologiques? Parce que si on veut régler un problème de complication, il faut mettre de l'ordre, et c'est tout. Alors que si on veut régler un problème de complexité, il faut mettre de la compétence, parce que la complexité d'un phénomène, c'est que ce phénomène est riche en éléments que seuls des gens compétents peuvent maîtriser. Ce qui n'est pas le cas de la complication où il faut résoudre un problème de désordre. La remarque est assez pertinente. Le deuxième concept que je vais aborder avant de commencer à discuter, c'est le concept du système. Et ce concept du système, la pierre angulaire de mon livre « Le management socioproductif, les règles
l'effet et la dialectique dynamique des systèmes d'organisation. Je parle beaucoup de systèmes et ce livre m'a amené à regarder et les dictionnaires, et les Larousse, et les Robert, et une quarantaine de sommités mondiales sur la question du système, telles que Saussure, tels que Von Bertalanffy, tels que de grands auteurs, même Edgar Morin, etc. Et parce que c'est au moment où j'écrivais ce livre. Et le système, je lis la définition du Robert. Le Robert dit qu'un système est un ensemble d'éléments intellectuels. C'est assez vague pour moi. Ou bien c'est un ensemble de pratiques, de méthodes et d'institutions formant à la fois une construction théorique et une méthode pratique. Si je vais voir aussi le Larousse, il dit qu'un système est un assemblage de principes vrais ou faux liés entre eux de telle sorte que si un élément est modifié, tout le reste l'est. Tous ces grands auteurs-là donnent des définitions et en écrivant le livre, je n'ai pas été satisfait de ces définitions-là. En général, quand je fais un cours, je commence par ces termes-là parce que j'ai des élèves ingénieurs. Je le dis dans le mot ingénieur, il y a génie. Imaginez qu'un de vos jeunes frères vienne vous demander qu'est-ce que c'est qu'un système. Que lui répondez-vous? Donnez-moi une définition que quelqu'un de 12 ans peut comprendre du mot système. Une définition qui est aussi valable pour le système politique que pour le système du cosmos, que pour le système de l'ONU, que pour le système familial, que pour le système du championnat de football. Parce qu'une définition, moi c'est comme ça, comme l'a apprise durant mon cursus, une définition, elle est valable pour tout. Et si elle est réfutée, elle n'est plus une définition. On ne peut pas faire comme le dictionnaire le fait, vous parler du système philosophique, du système newtonien, du système hegelien, etc. Il faut trouver une définition qui soit valable pour tous les systèmes. Et donc, je commence à leur poser cette question. Que répondez-vous à votre jeune frère de 12 ans qui vous demande ce que c'est qu'un système? Donnez-moi des mots, même si ce n'est pas toute la définition. En général, le mot ensemble sort. C'est un ensemble. Tout système est un ensemble. On est d'accord? Tout système est un ensemble. De quoi et de quoi? Certains me disent un ensemble de choses. Non, parce que les hommes sont dans le système, les hommes ne sont pas des choses. On discute comme ça, on discute comme ça. Et un ensemble d'éléments. Mais un ensemble d'éléments, les dictionnaires, et ça c'est au niveau mondial, hein, parce que moi ce que je dis c'est une rupture et que je lance aux intellectuels pour y réfléchir. Parce que toutes les définitions que je vous ai citées, je n'ai pas le temps de faire la litanie. Sur mon livre, je consacre plusieurs pages à les citer et à les critiquer. Ils disent tous pas mieux qu'un système est un ensemble d'éléments interdépendants liés entre eux, etc. Un ensemble de principes intellectuels, de méthodes pratiques, un ensemble doctrinal, etc. etc. Je dis un système, c'est un ensemble de quoi et de quoi. En général, les étudiants, ils ne voient pas. Alors je les aide un peu en leur disant, imaginez un match de football où l'une des équipes manque 5 joueurs et met des amis joueurs de rugby dans leur équipe. Et ces gens-là, pris par leur habitus, c'est-à-dire leurs habitudes, plaquent tout ce qui bouge par terre. Qu'est-ce qu'il se passe? Ils me répondent tout de suite, l'arbitre siffle. Pourquoi l'arbitre siffle-t-il? Parce que les règles ne sont pas respectées. Je dis, ah bon, voilà, c'est l'un des termes que je voulais entendre sur la définition du système. Donc tout système est un ensemble composé de règles et de quoi d'autre? Parce que je leur précise que tout système est composé de 2 types d'éléments et 2 types seulement. Il n'y en a pas 3. Donc on a trouvé les règles, c'est la base des règles. Par exemple, si je prends la France ou le Sénégal, la base des règles de la France ou du Sénégal, parce qu'ils sont des systèmes, c'est leur constitution, leurs coutumes et leurs us. Et alors je leur pose la question, que sont les Français, que sont les Sénégalais, que sont les rivières des Français, des Sénégalais, que sont tout ce que vous voyez dans le pays, comment vous pouvez les appeler? Vous ne pouvez pas les appeler les choses parce qu'il existe les chats dedans, les chiens, etc., les crocodiles et tout ce qu'on veut. Il faut trouver un élément. Mais là, ils ne voient pas. Alors je pousse la réflexion en leur disant, est-ce que vous pouvez me dire de façon scientifique que vous êtes sûr que votre voiture est garée? Comment savez-vous que votre voiture est garée?
Ça paraît pas sérieux, mais en y réfléchissant, on se dit, mais comment je sais que ma voiture est garée? En fait, je sais que ma voiture est garée parce que j'entends plus le bruit du moteur, j'entends plus le tremblement du moteur, ou je ne vois plus le panorama circuler. Et si on y prête garde, ces réponses-là nous amènent à ce qu'on appelle les 5 sens humains. Donc, l'autre base de tout système, c'est l'ensemble des connaissances que nous pouvons avoir de nos 5 sens. Parce que je sais que cet ordinateur-là existe, parce que je peux le voir, parce que je peux le sentir. Je sais que le drapeau du Sénégal est là parce que je peux le voir et je peux le toucher. Je sais qu'il y a de l'eau dans cette bouteille parce que je peux le voir, je peux le goûter. Donc, tout ce qui existe dans un système, ce terme-là, ce sont les faits. Et le système qui utilise, c'est pourquoi le titre du livre, les règles et les faits. Tout système est composé de 2 bases et de 2 bases seulement. Les règles du système et les faits du système. Tout ce qui n'est pas règle est fait. Et le milieu qui s'approche le plus de la définition que je donne, c'est le milieu judiciaire. Parce qu'en justice, on a l'habitude d'entendre les juges, les magistrats ou les avocats dire « on va juger selon les faits et non selon des opinions ou des oui-dire, etc. » On juge selon les faits. C'est ça que la justice veut dire. Donc, tout système est un ensemble composé de règles et de faits, mais cela ne suffit pas. Tout système a en plus un moteur d'inférence. Le moteur d'inférence, c'est quoi? Le moteur d'inférence, c'est l'élément qui convoque les règles pour que les règles s'appliquent sur les faits. Parce que la seule relation qui existe entre les éléments d'un système, selon ma définition, c'est on convoque les règles pour les appliquer sur des faits qu'on a constatés et pour les changer en des faits F', par exemple. Par exemple, je dirige un pays, je constate le fait qu'il y a trop de chômeurs, 40% de chômeurs chez les jeunes, ça c'est un fait, parce qu'on l'entend dire, parce qu'on peut le voir, etc. Et j'ai ce fait-là, comme avait fait Lionel Jospin en 1995, je crée la loi des 35 heures. C'est-à-dire les Français ne travailleront plus 39 heures, mais 35 heures. Et les 4 heures que j'économise sur chaque personne, je vais les sommer pour distribuer du travail à ceux qui n'en avaient pas. Ça ne s'est pas bien passé parce que, comme je le dis à mes étudiants, Lionel Jospin avait oublié que la France n'était plus la France, mais la France était la France dans l'Europe. Parce que la France n'avait plus ses règles nationales qu'elle pouvait, la France avait partagé sa souveraineté avec beaucoup d'autres pays et ces autres pays avaient le droit, avec fluidité, de pénétrer le marché français et toujours ça pose des problèmes. Donc le gouvernement Jospin là n'a pas réussi cette politique et aussitôt après remplacé par Sarkozy, Sarkozy a créé une deuxième loi, la loi d'amélioration des 35 heures, on l'appelait, ou la loi modificatrice, et cette loi était chargée de permettre aux Français d'avoir des heures supplémentaires non surtaxées au niveau fiscal. Donc il y avait 2 lois qui étaient dans la même base. Et c'est pourquoi, dans le tableau des relations entre les éléments d'un système, je dis que quand 2 éléments sont dans la même base, ils ne peuvent être qu'en interaction. Et quand ils sont dans des bases séparées, ils sont en interdépendance. Par exemple, entre une règle et un fait, il y a de l'interdépendance. Mais entre un fait et un fait, ou une règle et une règle, il ne peut y avoir que de l'interaction, c'est à creuser. Donc, avant de continuer à développer, je donne la définition que moi, j'ai donnée dans mon livre. Je dis, tout système est un ensemble composé de 2 types d'éléments, les règles et les faits qui sont mus par un ou plusieurs moteurs d'inférence de manière interactive ou interdépendante. Ça, c'est ma définition et où j'attends des critiques. Je n'en ai pas. La logique voudrait que, quel que soit le système qu'on peut prendre, elle marche avec cette définition-là. Mais si on a des définitions un peu particulières, elles n'englobent pas tout. Une famille est un ensemble de faits et de règles. Par exemple, papa et maman peuvent décider que les enfants de moins de 14 ans seront au lit à 22 heures. C'est une règle. Et
Les enfants sont des faits, papa et maman sont des faits, la maison est un fait, etc. Parce qu'on peut les voir, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais si il arrive qu'un des enfants de 14 ans têtus ne se couche pas à 22 h et traîne jusqu'à 23 h, il faut un moteur d'inférence. Mais dans ce cadre-là du système familial, c'est papa et maman qui, bien qu'étant des faits appartenant au système, jouent aussi le rôle de moteur d'inférence. C'est eux qui convoquent les règles. Tu ne t'es pas couché à 22 h comme on avait dit, donc tu seras puni, etc., etc. C'est comme ça que marchent tous les systèmes. Et que ce soit dans la famille, ou qu'on rentre dans une centrale nucléaire, ou qu'on rentre au sommet stratégique du gouvernement, c'est comme ça que ça marche. Et la relation, c'est la relation F, un fait, on lui applique une règle R, elle devient un fait F', et si F' ne nous satisfait pas, on applique une autre règle R1, et ça devient F seconde, etc. Il n'y a que cette relation linéaire entre les éléments d'un système. Le système, on ne peut pas dire qu'on sort du système. On ne peut pas aussi dire qu'on est anti-système. Ça n'a pas de sens épistémologiquement parlant. Ce qu'on peut dire, le système qui est le Sénégal, le système de gouvernement du Sénégal par exemple, n'a pas de bonnes règles. Et quand je vais diriger le pays, je vais changer les règles pour que le système marche autrement. C'est comme une belle voiture, Ferrari ou tout ce que vous voulez, qui est conduite par un chauffard. La Ferrari va rouler mal. Mais si un bon chauffeur le conduit, la voiture va montrer que c'est une vraie Ferrari. C'est comme cela. Donc, ça n'a pas de sens de dire « je suis anti-système ». On n'est pas anti-système. On peut changer le système par contre. Et pour changer le système, il faut changer les règles du système qui s'appliquent sur les faits pour que les faits changent. Parce qu'en fait, la finalité que nous cherchons, ce sont le changement des faits. Et les faits, on ne peut les changer qu'en changeant les règles. Il peut exister des règles, mais ces règles, des fois, sont mal appliquées, sont en interaction à n'en plus finir, ne sont pas rationalisées, etc., etc. Ce qui fait que le système marche mal, boite. Et ce qu'on peut faire donc, c'est faire en sorte que les règles du système marchent bien. Et si les règles du système ne sont pas suffisantes, il faut inventer d'autres règles par la loi législative et autres, faire en sorte que tout colle bien. Pourquoi ces définitions sont-elles importantes? C'est comme un médecin pour qu'il te soigne bien, il faut qu'il puisse faire le bon diagnostic. Allez, comme je le disais tout à l'heure, à la cause des causes causant des causes, au plus profond des éléments. La cause des causes causant des causes, c'est comme un enfant qui demande à son papa, mais papa, pourquoi ceci? Papa lui répond. Il lui dit, mais pourquoi cela? Papa lui répond encore. Pourquoi? Les enfants ont l'habitude de ça. D'ailleurs, parce que les enfants sont, nous ne le savons pas souvent trop bien, dotés d'une intelligence naturelle, et comme le disait Jean-Jacques Rousseau, souvent c'est la société qui les détourne. D'ailleurs, l'adage qui dit la vérité seule de la bouche des enfants vient de là-bas. Donc, on ne peut pas sortir du système, mais on peut changer le système. Comment on peut changer le système? En changeant les règles du système. Mais si on sort du système, on n'est plus de ce monde. Nous sommes tous dans des systèmes, tout est système. Donc, on a parlé de complexité et de complications. On a parlé de système. Il y a un autre concept aussi que je prends la peine de bien expliquer avant de commencer mon cours. Parce qu'il me semble que si les gens parlent de la même chose, ils ont beaucoup plus de chances de se comprendre. Parce qu'il n'y a rien de pire que de voir des gens qui discutent, mais ils ne parlent pas de la même chose. Et là, j'y viendrai quand je présenterai un peu la méthode de la boussole socioproductive qui est à la fin de ce livre que je présente de façon pratique. J'ai présenté ce modèle de la boussole socioproductive, j'en parlais la dernière fois, qui est observer d'abord, comprendre ensuite et agir en troisième lieu. Parce que observer et comprendre sans agir, c'est être passif. Observer, ne pas comprendre et agir, c'est être impulsif. Et prétendre qu'on n'a pas besoin d'observer, qu'on a tout compris et qu'on agit, c'est être prétentieux. Que ce soit la passivité, que ce soit
la prétention, que ce soit l'impulsivité, ce sont des comportements sociaux qu'il faut éviter parce qu'ils ne sont pas bons. C'est la base de la méthode de la boussole socioproductive que je vais expliquer à la fin. Donc, je voulais dire que des fois, je regarde des discussions de gens qui ne sont pas avertis épistémologiquement des termes qu'ils utilisent, et quand certains parlent de ce qu'ils ont vu, d'autres parlent de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont vu, et d'autres en même temps parlent de ce qu'il faut faire. Eh bien, tout cela est vrai, mais on ne peut pas le faire en même temps. Il y a 3 temps. C'est une danse à 3 temps. Il y a la première danse, on fait le diagnostic. On tombe d'accord, c'est pourquoi les méthodes de management vous parlent de brainstorming. On a fait une réunion où on dit à chacun doit avoir la parole. Ceux qui n'ont rien à dire même devront parler. Et même s'ils disent des bêtises, c'est pas grave, on note les bêtises. Et on fait le tour de table. Quand on a fini de faire le tour de table, on met tout en public et chacun donne son avis, on discute jusqu'à faire une sélection. Ça, c'est le brainstorming qu'on voit dans les méthodes de management et autres, pour recueillir cette phase d'observation. Ce que je peux noter dans l'observation, c'est que l'observation, il n'y a que 2 manières d'observer. Soit on observe de façon qualitative, l'appréciation, ou de manière quantitative, le chiffrement. Par exemple, je prends un restaurant. Je peux rentrer dans un restaurant, je mange, c'est délicieux. Je dis, oh là là, c'est délicieux. Là, c'est une appréciation, c'est une évaluation qualitative. Par contre, je peux regarder le même restaurant et compter combien de couverts ont été vendus ce soir, combien de tables il y a dans ce restaurant. Là, je fais une évaluation quantitative. Donc, ce qui ne peut pas être qualifié, souvent, peut être quantifié, et ce qui ne peut pas être quantifié, peut être qualifié. En tout cas, nous n'avons que ces 2 moyens pour bien observer les choses. Donc, une fois qu'on a bien observé, on passe à la phase de la compréhension. Et là, sur la méthode, je ferai intervenir le tableau d'analyse stratégique globale. Et je me suis inspiré de Michel Crozier, un grand sociologue français, qui montre que toutes les organisations, c'est un magma, c'est-à-dire sont en ébullition. Pourquoi? Parce que l'hologrammatie dont je parlais tout à l'heure, il y a l'intérêt collectif de l'entreprise qui est prôné, que tout le monde doit rechercher, mais en même temps que les gens travaillent pour l'intérêt collectif de l'entreprise, ils n'oublient pas qu'ils ont leur propre intérêt individuel qu'ils voudraient sauvegarder. Donc, il y a une lutte entre les intérêts individuels des travailleurs de l'organisation et le but de l'organisation. Ce qui fait dire à Michel Crozier, donc un auteur à la suite des années 70-80 après les crises pétrolières, parce que l'époque de Michel Crozier, il faut le classer après la période des 30 glorieuses. La période des 30 glorieuses, c'est que quand on est sorti de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, 5 ans après, de 50 presque à 70-75, on était dans le monde à une phase qu'on appelle la phase des 30 glorieuses. C'est qu'on avait tellement de travail que le problème du chômage ne se posait jamais. Et moi, des fois, ça me fait rigoler, parce qu'on avait tellement tout détruit durant la Deuxième Guerre mondiale, que bien sûr, il y avait du travail. Mais ce qui me désole, c'est qu'il y a des grands penseurs de ce monde aujourd'hui qui croient que l'économie mondiale doit toujours être gérée comme cela. Et j'en ai parlé à propos de la destitution de Kadhafi, par exemple. Les forces qui sont intervenues de façon fort discutable, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas respecté le mandat des Nations Unies, ça on l'a dit et redit, mais rien ne se passe. Les règles ne sont pas convoquées là aussi. C'est le statu quo. Mais on a bombardé ce pays, la Libye. Et une fois que Kadhafi, le dirigeant, est tombé, vous voyez des marchés, des hommes d'affaires pulluler de partout et venir, on va prendre les marchés de Libye. Ce n'est pas qu'en Libye. Ça s'est passé aussi avec la Syrie. Ça s'est passé avec l'Irak. Donc, il y a des gens qui rêvent, nostalgiques de la période des 30 glorieuses et qui pensent que l'économie mondiale
doit fonctionner comme ça, c'est-à-dire la construction par la destruction, la croissance par la destruction. On détruit des choses, on les reconstruit, comme ça on a du boulot. Je dis attention, parce que toute construction sur cette planète est source de pollution. Donc les choses qu'on a construites, par exemple les immeubles, les édifices, les choses complexes, quand on les a construits, on a émis beaucoup de CO2. Il ne faut pas les gâter pour donner encore du travail. Ce n'est pas un travail intelligent. Parce que les nouvelles formes de travail qu'on doit chercher maintenant, compte tenu de notre avancée technologique, avec les TIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ne sont plus comme le travail qui existait après la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est un point de discussion sur lequel on pourra revenir. Donc, je pense qu'il est important d'aller au fond des concepts, les comprendre, les maîtriser, être d'accord avec les gens, tout comme le médecin fait son bon diagnostic pour pouvoir vous soigner. Un autre point qui est important à souligner, c'est la stratégie. Donc je dis aux étudiants, qu'est-ce que c'est que la stratégie? Et je peux mettre $1 million sur la table, je suis sûr qu'ils ne répondront pas juste. Parce que tous, et à chaque fois que je le fais depuis 10 ans, même à ceux qui ne sont pas des étudiants, ne sont plus des étudiants, la réponse est la même. Et même chez les professeurs de management, la réponse est la même, parce que la stratégie pour eux, c'est la mise en œuvre de moyens pour atteindre un objectif. Je dis, c'est pas vrai. C'est plus complexe que cela. C'est quoi la stratégie? Je le dis, ce que vous dites, c'est pas faux. Vous avez cité objectif, c'est vrai, c'est le premier élément de toute stratégie, parce que si on n'a pas d'objectif, ce n'est pas nécessaire de faire de la stratégie. Quelqu'un qui fait de la stratégie, c'est quelqu'un qui a un objectif. Mais la mise en œuvre des moyens pour atteindre l'objectif, c'est le numéro 3. Et le numéro 2, tout le monde l'oublie, alors que le numéro 2 est d'une importance capitale. Alors, pour qu'ils saisissent le numéro 2, je leur raconte une fable de La Fontaine. C'est la fameuse fable du corbeau perché sur son arbre avec son fromage. Le renard surgit, il a faim, et il regarde le fromage du corbeau, il en a envie. Donc, le renard a un objectif. Mais il y a un problème pour le renard. C'est que le corbeau est perché haut et il ne peut pas l'atteindre. Donc, le renard, qu'est-ce qu'il fait? La mise en œuvre des moyens pour atteindre son objectif et dépasser le numéro 2 dont je parlais. Le numéro 2, c'est la difficulté. On ne fait pas de stratégie si on n'a pas de difficulté devant son objectif. Par exemple, la chose la plus fondamentale pour tout être vivant, c'est quoi? C'est respirer. Parce que quand on ne respire pas, on meurt tout de suite. Mais nous ne faisons pas de stratégie pour respirer. Nous respirons, on se réveille, on respire, on dort, on respire, tout ce qu'on fait, on respire. Ça me rappelle un jour, j'étais dans le métro parisien et quand je suis rentré, il y avait quelqu'un qui vociférait, qui disait des trucs et je me suis éloigné de lui, je suis allé à un côté différent. Et puis au prochain arrêt de métro, personne ne pouvait plus respirer dans la voiture. On a compris par la suite que ce gars était descendu et qu'il avait pompé plein de gaz partout dans la voiture. Et nous tous, on avait ouvert les fenêtres du métro, on respirait comme des chiens battus. Ce jour-là, on a eu une difficulté pour respirer, on a fait des stratégies pour respirer. C'est comme ça que ça marche. Et tant qu'on n'a pas de problème pour respirer, on ne se pose même pas la question. Donc, la définition que je leur donne de la stratégie, c'est la stratégie, toute stratégie, parce que quand on donne des définitions, on donne tout, pour tout. Toute stratégie est l'art de contourner ses difficultés pour atteindre ses objectifs. Difficultés ou obstacles. La stratégie, c'est l'art de contourner ses difficultés pour atteindre ses objectifs. Après, on peut parler des formes de stratégie. La stratégie, des fois, elle peut être offensive ou défensive, et elle peut être attentiste, etc. Ça, c'est des formes. L'autre concept que je voudrais qu'on saisisse avant de commencer à parler, c'est à propos des désaccords. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans toute organisation, les gens ne veulent pas les mêmes choses.
Les uns veulent ceci, les autres veulent cela. C'est pourquoi je vous disais que Crozier dit que toute organisation est en fait en ébullition. La question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi l'organisation n'explose-t-elle pas? Pourquoi le Sénégal n'explose pas? Parce que il suffit de regarder ce qui se passe avec cette campagne électorale qui se pointe, qui va bientôt finir. Les désaccords sont énormes, sont indéterminés, sont complexes et parfois complexes et compliqués. Il y a du tout et on a l'impression que ça doit exploser. Ce qui va faire que ça ne va pas exploser, c'est comment trouver l'harmonie entre ces désaccords qui existent. Et donc, les désaccords, en général là aussi c'est pour qu'ils sachent que les désaccords, on peut en retenir 3 formes de désaccords qui régissent notre vie. Le premier et le plus doux, c'est quand on est en controverse. Quand un individu A et un individu B sont en controverse, la cause de leur controverse, c'est parce que l'un ou les deux ignorent une information capitale et dès qu'ils sauront cette information, leur désaccord prendra fin. Donc on dit que la controverse, le médicament de la controverse, c'est la clarification. Quand on est en controverse, il faut clarifier les choses. Le deuxième niveau de désaccord, qui est plus dur que la controverse, c'est la discorde. La discorde entre deux individus A et B, c'est que A et B n'ignorent rien de ce qu'ils doivent savoir, mais ils ne sont pas d'accord. Et dans ce cas-là, la clarification ne peut rien pour eux. Ce qu'il faut, c'est trouver un arrangement. Donc, le médicament de la discorde, c'est l'arrangement. Chacun lâche un peu de lest et il trouve un arrangement entre eux. Et le troisième niveau de désaccord qu'il faut noter, c'est quand on n'est plus en controverse, on n'est plus en discorde, on est en conflit. On est en conflit. Et quand on est en conflit, c'est comme si on est en train de se battre. Le conflit, on est sur le ring. On est en train de se battre. Et comment résoudre le conflit? Le conflit, en général, aboutit soit à la capitulation de l'un des protagonistes, qui signe l'armistice quand il s'agit d'une guerre. En tout cas, à la suite du conflit, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Le vainqueur s'impose et le vaincu décide d'arrêter les frais et dépose les armes. Donc vous voyez, ça c'est un domaine souvent que des gens utilisent conflit à la place de controverse ou de discorde. Et là aussi, il faut savoir de quoi on parle. Parce que si deux scientifiques se rencontrent, l'un fait son calcul en disant pi égale 3,14, l'autre non, pi égale 3,24. Ils sont en controverse. Il suffit d'aller amener à la démonstration de la valeur de pi. Une fois qu'ils sont de bonne foi et que la démonstration de la valeur de pi leur est opposée, la clarification intervient et le débat se termine. Le concept que je vais y ajouter, l'avant-dernier, parce que je ne peux pas tous les citer, en général il y a plus d'une vingtaine de concepts qu'il faut clarifier comme ça, mais là je choisis les principaux. Donc le contrôle, parce que le contrôle c'est important. Le contrôle, je dis souvent, le contrôle c'est comme les freins dans la voiture. Une voiture qui n'a pas de frein, peu de gens accepteraient de conduire une voiture qui n'a pas de frein, à moins d'être cascadeur. Et le contrôle, ce qu'on peut dire du contrôle, là aussi si on va regarder les définitions dans les dictionnaires, on va dire que le contrôle c'est le test en anglais, et puis, mais on ne dit pas, on ne va pas au fond de ce que c'est que le contrôle. Alors, je ne peux pas aller plus loin, mais je veux dire simplement qu'il est important de savoir que tout système de contrôle a 3 phases et 3 formes. Je vais commencer par les formes.
il n'y a que 3 formes pour contrôler une situation. Soit on fait un contrôle a priori, c'est ce qu'on appelle le médecin avant la mort, ce qui est très bien. Soit on fait un contrôle a posteriori, c'est le médecin après la mort, qui ne sert plus aux malades, mais qui peut servir pour les statistiques et pour le futur. Soit on fait un contrôle tout ou rien, un contrôle in situ, un contrôle immédiat. Donc, dans nos systèmes d'organisation, nous n'avons que ces 3 moyens pour contrôler nos actions. Un contrôle préventif, un contrôle in situ, un contrôle après coup. Et en général, on voit que les contrôles préventifs se font beaucoup dans le cadre de la médecine, c'est les vaccins, etc., etc., ou bien dans le cadre du sport, où on teste est-ce que les joueurs ne sont pas dopés, etc. Là, on fait de la prévention. Mais si on regarde une organisation comme un gouvernement souvent privilégie le contrôle après coup, parce que le gouvernement, il a un budget, il doit l'exécuter, et à la fin de l'année, il doit faire son bilan. Donc, après, il rectifie, j'ai mis beaucoup d'argent ici, pas assez d'argent là, etc. Donc, le contrôle a posteriori est un contrôle qu'on regarde beaucoup chez les gouvernements. Mais chacun peut faire les 3 formes. On n'a pas dit qu'on ne fait qu'un contrôle préventif a posteriori ou tout ou rien. Dans un processus donné, on peut avoir à utiliser les 3 formes de contrôle. Par exemple, je l'ai beaucoup expliqué et écrit à propos du parrainage tel que je le critiquais au Sénégal, parce que je savais tout de suite que ça ne marchait pas. Dès que j'ai eu les éléments, ça a fait tilt. Et ce qui ne marchait pas, c'est qu'on n'a pas fait de contrôle préventif dans ce parrainage. On a laissé tout le monde chercher les voix qu'il voulait, les parrains qu'il voulait, ça a duré le temps que ça a duré, et puis on s'est mis à compter. Non, on aurait pu faire un contrôle préventif pour les parrainages, et in fine, le Conseil constitutionnel n'aurait eu besoin que de 4 heures pour voir qui a réussi, qui n'a pas réussi, sans problème. Mais ça, pour le faire, j'ai développé cette notion. Il fallait faire une rupture avec la notion d'affectation de valeur à des variables pour épouser celle d'instanciation de valeur à des variables. En grosso modo, ça veut dire qu'il fallait faire un système expert capable à chaque Sénégalais qui veut parrainer quelqu'un de lui fournir un quitus. C'est un numéro spécial, unique. Et une fois que ce Sénégalais-là a eu ce numéro, il l'a donné à un candidat, ici revient voir le système expert. Le système d'expert lui dit « Écoutez, monsieur, je vous ai déjà vu, vous ne pouvez plus en prendre. » Ce qui aurait réglé le problème des doublons, ce qui aurait réglé le problème, et même les candidats, on aurait pu dire. J'ai calculé que si les Sénégalais voulaient 20 candidats à la présidentielle, il fallait que chaque parti trouve 200 000 par an, et pas 3 500 000 ou 1 500 000. Et s'ils voulaient 10 candidats, il fallait limiter le plafond à 400 000, etc., etc. J'ai fait les calculs. Donc, un système expert d'instanciation, ça veut dire que c'est un système qui se met à jour de façon automatique. Dès que Pathé-Dieng est venu demander un quitus pour parrainer tel candidat, Pathé-Dieng, avec son numéro d'identification unique qu'il a sur sa carte d'électeur, ne peut plus en demander. Donc, c'est même pas la peine de faire une loi voilà, là, on rentre dans les lois. On a fait une loi censée punir tous ceux qui ont fait des doublons. Mais où est-ce qu'on va prendre le budget pour aller poursuivre? Je crois que c'est un chiffre faramineux de personnes qui ont fait des doublons. Parce que quand on compte tous les doublons, j'avais fait le compte, je ne sais pas si c'est pas 400 000. 400 000 dossiers au tribunal avec voilà, le chahut que ça va faire. Donc, je veux dire que le contrôle, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, c'est quelque chose qui est utile. C'est pourquoi aussi je dis souvent aux étudiants, le contrôle, il faut l'adorer. Parce que dans le management, il faut faire en sorte que tous les gens qui travaillent dans une organisation adorent être contrôlés. Mais les gens n'aiment pas être contrôlés si après contrôle, ils sont virés ou ils sont punis, etc. Il faut faire du contrôle un outil de gestion, un outil de management des ressources humaines, un outil
qui va détecter quel est l'individu à qui on doit faire un plan de formation, il fait des erreurs parce qu'il n'est pas compétent. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, ce n'est pas le virer, mais peut-être l'inscrire dans un plan de formation pour améliorer sa compétence, etc. Si le contrôle est ainsi fait, personne ne va détester le contrôle. Et d'ailleurs, je donne référence à ceux qui connaissent la méthode de management de la qualité totale inventée par les Japonais, parce que les Japonais ont inventé cette méthode parce que suite à la Deuxième Guerre mondiale, ils en avaient tellement pris que quand le plan Marshall des Américains est venu les aider avec beaucoup d'investissements, les Japonais ont su, par leur abnégation, par leur détermination, faire ce qu'ils ont fait du Japon alors qu'ils sont dans des îles qui sont instables, etc. La Corée du Sud de pareil. Et pourquoi nous, les pays africains qui sommes sur des territoires plats, on a toutes les formes de minerais et de richesses, nous n'arrivons pas à décoller, à émerger, parce qu'on aime beaucoup le mot émergence, parce que nous manquons de sérieux, de contrôle, d'abnégation. Et un petit exemple que je vais donner, c'est, regardez le Rwanda 94-95, on a pleuré de mort au Rwanda. La déstabilisation, le chaos total. Je me rappelle, ça me trouvait au Cameroun et je ne pouvais pas le supporter. Et vraiment, ça faisait mal. Tout ça à cause d'un petit conflit entre ethnies et autres. Mais depuis, regardez ce qu'avec l'ordre, le Rwanda a réussi à faire. Ils ont la ville la plus propre d'Afrique. Alors que Dakar, qui n'a jamais eu de conflit, Dieu merci, est parmi les villes les plus sales au monde, on dit. C'est pas moi qui le dis, hein. Je l'ai lu quelque part et je pense que quand je vois ce qu'il y a autour de l'arène qui a coûté 32 milliards de nos francs CFA et toutes les ordures qui sont autour, quand on voit certains chauffeurs comment ils conduisent sur les routes, quand on voit, on se rend compte que l'ordre c'est quelque chose de capital. Et regardez ce que fait le Rwanda en ce moment. Bon, je ne maîtrise pas toute la situation du Rwanda, donc je dis toutes choses égales par ailleurs, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, peut-être qu'il faut analyser. En tout cas, c'est très bien, et tout le monde s'en félicite. J'ai des amis rwandais magistrats qui avaient fui le Rwanda et qui étaient venus en France. Tous ces gens-là sont rentrés au pays et ils exercent là-bas, ils sont très heureux, ça se passe bien, et je pense que les pays africains devraient prendre modèle sur le Rwanda et sur le Ghana aussi au niveau de la démocratie. Parce que dans ce livre-là, le management, dans ce livre-là, l'Afrique est-elle incapable de s'unir, un livre collectif, nous étions 8, je vais citer leur nom parce que j'ai beaucoup parlé du livre. Donc ce livre était coordonné par Ekoué Amaïzo, un grand économiste africain du Bénin. C'était préfacé par Joseph Kizerbo, notre grand historien qui est feu Joseph Kizerbo. Après, il y a Jonas Rano, il y a Mathieu Mounikou, il y a Adzouze Kouwi Agbobli, il y a Philippe Lavodraman, il y a Robert Charvin, il y a Yves Ekoué Amaïzo qui a été le coordonnateur. Il travaillait à l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement. Il y a Philippe Angelard et il y a Patédien moi-même. Et Philippe Angelard, c'était mon professeur de microéconomie quand j'étais étudiant à l'Université de Dakar. Donc ça m'a fait tout drôle de participer avec lui dans un même livre. C'était sympa. Mais Philippe Angelard, comme je le dis, il faisait partie de ces Européens qui sont investis en Afrique et qui ne s'amusent pas. Comme il y a des Africains qui ne sont pas du tout investis en Afrique et qui le font sérieusement. Le contrôle, j'ai fini du contrôle, hein. Non, j'ai dit les 3 formes du contrôle. Maintenant, il y a les 3 phases du contrôle. Qu'est-ce que c'est qu'un contrôle? Un contrôle, c'est 3 phases. La première, pour contrôler toute chose, il faut avoir une référence. Et quand on a une référence, il faut, deuxième phase, il faut comparer la référence à la réalité. Et troisième phase, il faut en déduire de l'adaptation ou du développement, en tout cas une réaction. Donc, 3 formes, 3 phases pour tout contrôle. Ensuite, rapidement, on reviendra sur le contrôle parce que, comme je le disais, tout ce qui n'est pas contrôlé
n'est pas bon. Le contrôle est comme les freins dans la voiture. C'est l'image la plus exacte que je trouve. Donc ce que j'écris là, vous pouvez le trouver sur Facebook. J'ai une page presque comme tout le monde. Doomu Gaynde Njaay sori na fa bëre bu king bam bëre bu king bam xool leen la ñuy nirool bëre bu king bam bëre bu king bam xool leen la ñuy nirool Lamba jangi ni yaatu naa doom kenn duy fay ñay bëre yoo bëri yaay fay ngir bëre doom lamba joojole ma doy na waa bëre bu king bam bëre bu king bam xool leen la ñuy nirool bëre bu king bam bëre bu king bam xool leen la ñuy nirool soo leen ma tiise doon bay mu leen waaw waaw Solen ma tiise doon bay mu fee waaw waaw Solen ma tiise doon bay mu neex bëre bu king bam bëre bu king bam xool leen la ñuy nirool bëre bu king bam bëre bu king bam xool leen la ñuy nirool bëre am na jaaxit am na ñuy laaj bëre am na jaaxit am na ñuy laaj ku daal